tout le long du XXe siècle, vous allez trouver des gens qui vont s'opposer. Et si on analyse l'attitude des précipitateurs au XXe siècle, ils prétendaient pouvoir tordre des barres de fer par la force de la pensée, etc. Enfin, deviner des cartes, deviner. Il y a des gens qui veulent faire des phénomènes truqués pour épater les gens, précipitateurs, et d'autres qui veulent vraiment développer leur esprit, agir sur la matière. Alors, Pascal de Clermont, lui, a carrément créé une école pour développer vos pouvoirs mentaux. C'est-à-dire, vous pouvez vous épanouir, vous pouvez justement faire de la télépathie, etc. Mais les gens lui reprochent d'avoir été avant précipitateur. C'est-à-dire, ils disent, finalement, tu as commencé ta vie dans le truc, maintenant tu vas faire du développement personnel, ça paraît bizarre. Et il faut savoir, ce qui est intéressant, ce que personne ne sait en général, c'est que Uri Geller aussi a commencé sa vie comme précipitateur. Mais je voudrais vous lire un ou deux passages du livre de Victor Signot pour que vous compreniez son propos. Le mentalisme, alors pour lui, le mentalisme, hein, c'est le développement des capacités psychiques par une certaine discipline. Il dit « Le mentalisme est la source de toute intelligence, ainsi que de tout accomplissement et avancement physique, social, mental, spirituel, scientifique, artistique et mécanique. Il est la base de toute connaissance, la cause de tout bonheur comme de tout malheur, de la santé ou de la maladie, du succès ou de l'insuccès. L'homme a de temps en temps découvert quelques-uns de ces mystères et croyant être en position de la vérité entière, il a formé ou organisé une de ces sciences, connue sous le nom de mesmérisme, hypnotisme, magnétisme personnel, cure magnétique, science mentale, science chrétienne, etc., etc., télépathie, etc. Et donc c'est intéressant de voir que, en fait, Victor Signot ramène au mentalisme tout ce qui existait avant. C'est-à-dire, il dit, oui, on avait découvert le magnétisme, on avait découvert l'hypnose, mais en fait, le mentalisme est supérieur à tout ça. Et en fait, englobe tout ce qui a été découvert auparavant. Et alors, il a une phrase magique qui est peut-être difficile à décrypter. Le mentalisme est l'action harmonieuse des trois facultés les plus puissantes de l'organisation mentale. La première est la pensée, la deuxième est l'énergie éthérique et la troisième, la volonté. Donc, la pensée, oui, on voit ce que c'est. L'énergie éthérique, c'est déjà plus difficile, mais bon, normalement, l'éther était perçu comme un élément en plus par rapport aux autres éléments. La volonté, oui, mais bon, il semble un petit peu enfoncer des portes ouvertes. Il y a un livre de La Passade qui est très bon là-dessus. Il recense tous les états possibles, tous les états modifiés de conscience possibles. Bon, il y a la méditation, mais il y a l'hypnose, il y a la prière, il y a beaucoup de choses. Et d'après des gens comme Victor Signot, en faisant ce type d'exercice, par exemple en méditant tous les jours, moi personnellement c'est une pratique que je fais, je médite tous les jours, d'après Victor Signot, vous aurez une mémoire qui se développera, et même vous irez plus loin, puisque avec votre pensée, vous arriverez à influencer la matière, et en influençant la matière, bien sûr, vous influencerez votre existence. Il y a aussi la possibilité, par le mentalisme, donc en faisant tous ces exercices, de guérir de maladies. Et ça a été très important, par exemple, dans le mouvement de
de la nouvelle pensée, la New Thought, il y a eu un psychiatre qui a développé des théories comme quoi, par la pensée, on pouvait guérir de presque toutes les maladies. Et c'est assez curieux parce que dans certains pays d'Asie, il y a des théories comme quoi les maladies sont provoquées par la pensée, en fait. En 1902, la loi de la pensée nouvelle de William Walker Atkinson, celui-ci, Atkinson a une théorie un petit peu différente, mais il dit que les pensées provoquent des vibrations dans la réalité et que ces vibrations peuvent avoir une influence sur les autres, sur le monde. Alors, il y a des gens qui disent que ces intuitions, en fait, sont en relation avec les intuitions avec les découvertes qui ont été faites en physique quantique. En physique quantique, où d'une certaine façon, l'observateur va avoir une influence sur ce qui est observé. Et tous les gens qui veulent approuver Atkinson parlent bien sûr de David Bohm. David Bohm, qui était un grand physicien et qui avait un petit peu une vision justement mentaliste, un petit peu mentaliste de la physique. Atkinson a été très influencé par tout ce qui est hindouisme. Il faut savoir que il raconte qu'il a rencontré un sage indien, mais le problème chez Atkinson, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a beaucoup de mystification chez lui. Donc il fait des livres, il fait beaucoup de livres. Il raconte qu'il a rencontré telle personne, mais on ne sait pas si c'est vrai. Alors, cité par des sources différentes, selon des sources invérifiables, alors qu'Atkinson était à Chicago lors de l'exposition universelle en 1893, il rencontra Baba Bharata, un élève du défunt mystique indien Yogi Ramacharaka. Mais en fait, on ne sait pas si cette histoire est vraie. C'est là qu'est tout le problème. Parce que, en fait, Atkinson, je ne peux pas vous dire le nombre de pseudos qu'il a eu, mais c'est assez impressionnant. Je l'avais listé à un endroit. Il a écrit une centaine de livres, à peu près. Une centaine de livres. Il a pris le pseudo Theodore Sheldon. Il a pris le pseudo Théron Dumont. Il a pris le pseudo Swami Panchandasi. Il a pris le pseudo Magus Incognitus, etc. Et donc on ne sait pas si ces rencontres sont vraies ou pas. On voit que quand même il a beaucoup écrit et peut-être mal. Et alors il y a même des théories qui disent qu'il a écrit des livres qui sont classiques maintenant,
mais on ne sait pas que c'est lui qui les a écrits. Par exemple, le Kybalion. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, le Kybalion, les 7 principes de Thoth et Hermès. Il y a certaines personnes qui disent qu'en fait, c'est Atkinson qui l'a écrit. Et en fait, il était l'éditeur de ce livre, mais beaucoup de gens pensent qu'il n'est peut-être pas seulement l'éditeur, il y en est aussi l'auteur. Alors, Atkinson a eu une vie très bizarre, hein, parce que, en fait, il était d'abord avocat. Et puis il s'est transformé en gourou, hein, un petit peu. Donc, c'est gourou, polygraphe, c'était pas génial quand même. Et donc, le chapitre final, ça va être sur l'hypnose. Et donc c'était le début de ma conférence. L'hypnose, normalement, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah oui, l'hypnose, c'est rationnel, etc. etc. » Mais il y a quand même... des choses bizarres en hypnose. Bon, il y a le phénomène Edgar Cayce, hein, dont j'ai déjà parlé. Mais il y a aussi une anecdote qui est très intéressante, qui est racontée dans le dictionnaire de l'impossible de Didier Van Cauwelaert. D'ailleurs, moi je trouve qu'il a fait un très bon... Son dictionnaire de l'impossible est très intéressant. Oui, parce qu'il est, je trouve, il est assez objectif. Et il a un chapitre qui s'appelle « Hypnose, les contre-vérités de l'hypnose ». Et je vais vous le lire, et après vous en tirerez les leçons que vous voudrez, parce que je voulais simplement vous donner certaines informations sur les différentes sortes de mentalisme. Je vais vous lire simplement un extrait de ce que dit Van Cauwelaert. Il a un ami qui s'appelle Michael Talbot. Il dit « Michael Talbot a vécu une expérience assez marquante lors d'une fête de famille. Son père, pour égayer la soirée, avait engagé un hypnotiseur professionnel trouvé dans l'annuaire. Celui-ci choisit au hasard un nommé Tom, ami de M. Talbot père. Il le plongea en transe, donc en hypnose, puis lui déclara que sa fille Laura, ici présente, lui serait désormais totalement invisible. Ce que je vous ai dit, c'est possible, hein, moi je le fais couramment. Après l'avoir réveillée, il lui demanda où était Laura. Et là, les gens ne trouvent pas. Hein. Tom chercha des yeux sa fille, qui se trouvait devant lui, et répondit qu'elle était sans doute rentrée chez elle. Alors, c'est là que moi, je n'ai jamais fait. Bon, j'ai rendu des gens impossibles, y compris à l'armée, dans des pièces où on était enfermés. Je disais, il n'y a plus personne dans la pièce. Les gens ne voyaient plus personne. Donc, l'hypnotiseur, après l'avoir réveillé, il lui demanda où était Laura. Tom chercha des yeux sa fille qui se trouvait devant lui et répondit qu'elle était sans doute rentrée chez elle. L'hypnotiseur se plaça alors derrière Laura, qui pouffa de rire. Tom ne l'entendait pas non plus. Il ne la voyait pas, il ne l'entendait pas. Et il sortit de sa poche un objet qu'il plaça contre les reins de la jeune femme, de sorte que Tom ne pouvait absolument pas l'identifier. Vous voyez la situation, hein. Il lui demanda ce qu'il voyait. Tom se pencha comme s'il examinait le nombril de sa fille et dit qu'il s'agissait d'une montre. Quand on lui demanda s'il pouvait lire les caractères gravés dans le métal, il plissa les yeux et déchiffra à travers le corps de Laura le nom du propriétaire que personne dans la pièce ne connaissait et l'inscription en dessous. Après coup, Tom confirma à l'auteur la totale invisibilité de sa fille à ses yeux avant que l'hypnotiseur ne la lui reprogramme dans son champ de conscience.
N'étaient les explications données par celui-ci à la fin de la séance, conclut Talbot, Tom continuerait d'ignorer qu'il avait perçu une réalité différente de celle qui faisait consensus. Cette expérience éboustouflante n'a que le défaut d'avoir été effectuée hors laboratoire. Et ce sera toujours le problème du mentalisme. Et ne repose que sur le crédit qu'on accorde à la trentaine de témoins, dont l'auteur. Les esprits de chagrin pourront toujours dire que Tom était de mèche avec l'hypnotiseur, feignant de ne pas le connaître, et qu'ils avaient tous deux manigancé ce petit numéro de salon. Donc vous voyez l'ambiguïté de tout ça. Est-ce qu'il y a du trucage? Est-ce qu'il n'y a pas de trucage? Donc je laisse à votre sagacité la conclusion sur ce domaine qui est... Mais allez voir sur Internet la discussion sur Wikipédia qui est particulièrement intéressante. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et le dictionnaire de l'impossible, j'avais adoré parce que justement ce qu'il dit sur l'hypnose est passionnant et sur d'autres choses. Et je l'ai fait lire à des amis. Et un ami m'a dit un truc qui est vrai. Il m'a dit, bon, il raconte des choses, mais il ne prend pas parti. Il vous raconte le truc sur l'hypnose, vous avez vu. Bon, il dit, bon, peut-être c'était un imposteur, peut-être c'était vrai, mais c'est toujours intéressant. Alors, il y a quelque chose qui est à mourir de rire, c'est le voyage de Zola à Lourdes, où Zola rencontre deux personnes qui sont mourantes en allant à Lourdes. Il vient faire un reportage pour montrer que Lourdes, c'est une mystification. Et quand il revient de voyage, les deux personnes sont guéries. Donc, alors, si vous voulez, Kovler ne fait pas de commentaires. Mais il paraît que Zola, après, n'a jamais voulu écrire son livre sur Lourdes. Hein. Parce que ça l'avait quelque part ennuyé. Voilà. Mais franchement, le premier tome, le deuxième tome est peut-être un peu moins intéressant, mais Kovler écrit toujours de façon très intéressante. Il y a un de ses livres où on réussit à reproduire Jésus à partir d'un clone. Enfin, c'est toujours... Il a toujours une thématique qui est très, très intéressante. Et c'est toujours très bien écrit. Hein, ah oui, alors si vous voulez vous lancer dans la précipitation, par contre, je vous conseille ce livre. Ça s'appelle Ex Nihilo. C'est de Angelo Stagnaro. Et ça s'appelle Guide du code reading moderne. Donc là, vous apprendrez, à la différence de la loi du mentalisme où M. Seigneau est tout à fait sincère, il vous apprend tous les trucs pour tromper les gens en télépathie, en voyance, etc. Voilà.